Bonjour à tous, enfin bonjour ou bonsoir ou je ne sais quoi. Bienvenue dans Beats, épisode 109. Le CES est fini. Hein, donc maintenant, il n'y a plus rien, il se passe plus rien. On est revenu de Las Vegas, voilà. C'est ça. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Exactement. Ce qui se passe dans vos iPhones reste dans vos iPhones. Dit Apple. C'est vrai, c'est vrai. Salut Scalen, salut Gozdragon, salut Rip, salut à vous. N'hésitez pas, il y a un tweet que le CM nous a mis dans la chatroom. Donc voilà. La semaine dernière, on a fait gagner un Echo Dot. Il y en avait 2 sur cette table. Il n'en reste plus qu'un. Comme voir en gros plan. Highlander. Il est parti. Il n'en reste plus qu'un. Alors, il est parti pas vraiment. Je l'ai emballé, il est chez moi, prêt à être expédié. J'ai dit que j'expédierais les deux en même temps. Donc, on en a encore un à faire gagner. Donc, si vous souhaitez le gagner, vous pouvez devenir sub ou Tipeee sur la chaîne d'ici vendredi. Vendredi 18, où nous ferons le tirage au sort et on annoncera le gagnant dans l'émission Geeking de vendredi. Voilà. Merci Batik d'ailleurs pour le Twitch Prime. Du coup, tu feras partie du tirage au sort. Parfait, magnifique. Salut Chantal. Salut Guillaume Tech. Salut à vous, salut NeoGeek. Bon, on a quelques sujets aujourd'hui. Ouais, quand même pas mal. Hein. C'est reparti de plus belle cette année, là, les news après. Même après le CES, ça continue de défiler. Hein. Et évidemment, bingo, s'il en est, il va falloir qu'on parle d'IA ce soir. C'est vrai. Forcément. On va être pas mal au niveau du bingo, je pense. Ouais, alors IA pour la détection des soucis génétiques. C'est merveilleux, cette nouvelle. Alors, l'idée, en fait, c'est que on a la possibilité, grâce à la reconnaissance faciale, de détecter certaines caractéristiques physiques qui seraient liées à un souci ou un défaut génétique qui peut être parfois complètement marginal. Et donc, du coup, grâce à ça, poser des diagnostics. Donc, il y a des gens qui ne le savent pas, qui, par exemple, ont des soucis génétiques sans le savoir. Alors bon, il y en a beaucoup qui le savent, hein, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Et du coup, grâce à cette application, les médecins ont la possibilité de faire le diagnostic de façon très précise. Alors, ça s'appelle Deep Gestalt. Gestalt. C'est un truc allemand ? Non, pas du tout. L'idée, c'est qu'en fait, ils ont utilisé 17 000 images qui couvrent jusqu'à 200 syndromes. Il voit ta tronche, il te dit t'es Google. C'est un peu ça. Cyberfun, c'est un peu ça, mais voilà. Différents quand même, syndromes différents, en utilisant une application sur smartphone qui s'appelle Face2Gen. Donc, la tête des gènes. La tête de gène, c'est surtout ça. Tête de gène, c'est ça. Donc, du coup, ils ont quand même fait 2 tests en cherchant un souci génétique très précis. Donc le trouble génétique. Ouais, un trouble génétique, voilà. Le syndrome Cornelia de Lange et le syndrome Angelman. Je ne connais aucun des deux, mais voilà. Très bien. Très connu d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors en fait, le truc, c'est que ces deux en fait affectent le développement intellectuel et la mobilité. D'ailleurs, il faut peut-être tester sur des photos de Trump, par exemple. Bon bref, il y a quelques personnes sur lesquelles j'aimerais bien essayer. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a quelques traits particuliers. Par exemple, ils ont des sourcils qui sont un peu archés ou ce genre de choses sur le visage. Mais tu vois, c'est des fois des petits détails. Ouais. C'est pas voilà, c'est pas des corroboration de petits détails comme ça. C'est pas comme par exemple la trisomie 21 ou des choses comme ça où évidemment physiquement ça se voit en fait. Là parfois c'est même plus subtil. Mais exactement. Mais parfois c'est plus subtil. Et donc par exemple ce qu'ils expliquent aussi pour le syndrome de Cornelia de Lange. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Unusually fair skin and hair. Bon, bref, donc du coup, des problèmes de peau et de cheveux. Et en gros, l'idée, c'est que ce petit logiciel a eu quand même 90% de réussite. C'est pas mal. 90% de réussite à la détection, sachant que les experts humains arrivent à un pourcentage de réussite qui est plutôt de l'ordre de 70%. Donc ça permet d'améliorer de 20% quand même le truc. Donc ils ont testé quand même sur 502 images, avec 92 syndromes différents. Et il fallait reconnaître vraiment ces syndromes-là. Ouais. Et y a pas de souci, hein, il devine tout ça. T'as une superbe image. Ouais, il y a une image pour illustrer ça. Alors comment ça fonctionne, hein, donc à partir d'une photo, ni plus ni moins. Et donc, alors en fait le truc c'est
c'est un peu complexe la façon dont il extrait le truc. Et à la fin, ça finit par un code couleur, tu vois. C'est un peu chelou le fonctionnement. Alors c'est intéressant, ce que j'en comprends, ça serait un réseau neuronal. C'est ça, exactement. Et les différents niveaux d'analyse, ce serait l'interprétation des couches du différent. Exactement. C'est intéressant de voir ça, mais ça te dit pas vraiment. C'est bizarre la coloration parce qu'en général, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne un réseau neuronal. Bon, là c'est peut-être une interprétation du truc. Bon. Et du coup, à droite, vous voyez à peu près le pourcentage de chances que ça soit tel ou tel syndrome. Enfin voilà. Bref, en tout cas, c'est assez impressionnant, et comme on le dit à chaque fois, l'intelligence artificielle, s'il y a un domaine dans lequel elle peut être vraiment utile, c'est dans l'assistance médicale, les médecins et tout ça. Première photo d'un bébé direct sur Facebook, et on le dit, ton bébé est tout cassé. Ouais, oui, ça serait une belle crainte. Ouais. Après, la comparaison des pourcentages entre l'IA et l'humain, j'avais déjà vu ça sur d'autres études, où ils avaient intégré pareil de l'analyse par de l'IA. Ouais. Et ils avaient dit qu'en fait, le top, c'est pas l'IA contre l'humain, c'est de combiner les deux. Exactement. C'est-à-dire, tu fais passer une IA pour traiter toute la partie volume de masse, et après, tu as une confirmation juste par un humain. Et là, ils atteignent des pourcentages qui sont hallucinants. Quoi. Ils sont encore plus proches des 100% en combinant les deux. Ouais, en fait, il y a deux solutions. Donc, c'est plus un outil. Soit le médecin fait passer le test comme ça, et ensuite fait la confirmation derrière. Ouais. Soit le médecin fait d'abord l'analyse, dit j'ai un doute et je pense que ça sera ça, et ensuite il utilise la machine pour confirmer ou pas le diagnostic qu'il avait posé. Donc bon, écoutez, voilà. En tout cas, c'est pas mal le principe. Et c'est une app sur un smartphone, quoi. C'est-à-dire que n'importe quel médecin peut du coup prendre une photo et automatiquement faire l'analyse comme ça, sans avoir besoin d'appareils compliqués et là on parle de désordre génétique, donc pas besoin de faire une analyse génétique complète, quoi. C'est plus ça qui est très fort en fait. Parce que c'est très très cher de faire des analyses comme ça. L'outil est pas cher, exactement. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre après la médecine. On va parler des prochaines mises à jour de Windows 10. Putain, oui. Et notamment du Reserved Storage. Donc ça fait couler de l'encre. Hein. Exactement. Alors c'est pour ça que je vais en parler, pour essayer de démystifier un petit peu ça, expliquer ce qui se cache derrière. Et en fait, ça fait beaucoup moins peur quand on comprend comment ça marche. Donc c'est un système qui va être rajouté dans la prochaine mise à jour de Windows 10, qui est déjà dispo dans la build Insider. Voilà, la prochaine mise à jour, d'ailleurs, c'est en mars. Hein, c'est le mise à jour 19.03, donc qui est attendu pour mars. Ouais, ça sera du coup en avril ou mai. Ouais, avril ou mai, oui, c'est ça. Ça va dépendre de dans quel cycle de mise à jour vous êtes, si vous êtes dans des cycles entreprises ou pas. Avec un peu de chance, ça sera pas une spring, mais une summer. Si c'est un peu comme la October qui sort en janvier pour certains. Non, moi je l'avais eu super vite, moi. Ouais, mais bon, toi, oui, moi aussi je l'ai eu vite, mais il y en a beaucoup qui l'ont toujours pas. Hein. Oui, mais c'est ceux qui sont dans les cycles Enterprise où là, il y a une validation. Nelliger, il est pas sur un cycle Enterprise, c'est sur ses machines et il a eu que. Non, mais lui, il est derrière un réseau internet tout. Non, là, c'est pour ça. Ça arrive pas à atteindre les tuyaux. Stéphane aussi, sur sa machine gamer, il a pas eu. Si, il l'a eu. Oui, mais récemment. Oui, il l'a eu récemment. Oui, mais ça s'appelle comment la mise à jour? October. Oui, non, mais celle-là, elle a été repoussée en particulier. Ils l'ont retenue jusqu'en début d'année. Ouais, c'est pour ça que je dis avec un peu de chance, celle du mois de mars, elle va sortir en août. Bon, revenons-en au Reserved Storage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'espace réservé que Windows 10, du coup, va se réserver pour lui-même, qui va, du coup, ponctionner sur votre espace disque. Ah, ça, c'est à moi. Voilà, ça, c'est à moi. Alors, on a toujours râlé sur la place que prend Windows 10, mais ça va être une place supplémentaire, sauf que là, le but de ça, c'est d'améliorer en fait l'usage au quotidien de votre PC et surtout de l'OS en réservant cet espace pour des usages que le système peut avoir, dont il peut avoir besoin. La première chose, c'est déjà que ça va être mis en place de manière automatique. Oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va pas être la mise à jour qui va le mettre en place. C'est-à-dire que si vous avez un Windows 10 déjà installé et que vous faites la mise à jour de Windows 10 19.03, la prochaine, a priori, il ne va pas faire la réservation d'espace. Ça ne se fera que sur les installs clean, donc les nouveaux PC qui arrivent préinstallés, ou les installs de zéro, donc réinitialisation complète de la machine. Oui. Voilà. Ou après la mise à jour, peut-être. Alors, après la mise à jour, pour l'instant, ils n'ont pas dit que ça se ferait. Donc, il y a des chances que ça ne soit pas activé après mise à jour. À voir. Cet espace disque va servir à quoi ? Il va d'abord servir à gérer les mises à jour. Donc, tout ce qui est Windows Update va passer par là. Et ça va permettre surtout d'avoir un espace à dispo pour que le système puisse faire son travail sans être limité par l'espace que l'utilisateur aurait pu bouffer. Puisqu'ils se sont rendus compte, chez Microsoft, que beaucoup de gens arrivaient à saturation ou pas loin de l'espace disque système. Et du coup, l'OS et le système en général marchaient beaucoup moins bien. Évidemment, ça empêchait les mises à jour, des applications plantées, etc. Du coup, c'est un moyen de contourner ça en réservant cet espace-là et le système va le gérer de lui-même. Ça va servir également de stockage. Vous êtes trop con pour vous servir d'un ordinateur, laissez-nous faire. C'est un peu ça.
C'est un peu ça. Ça va aussi servir de stockage temporaire pour les applications et pour le système. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être un déplacement d'un usage qui a déjà dans le système. Vous savez, dans Windows, et dans d'autres OS d'ailleurs, il y a des répertoires ou des partitions temporaires qui sont utilisées par le système et par les applications. Windows, on a le fameux dossier temp, et on a le dossier temp dans les applications. Il y a plusieurs dossiers temp en fait dans Windows. Mais cet espace réservé va servir pour ces dossiers temp. Donc en fait, l'espace qui est actuellement occupé par vos dossiers temporaires, Voilà, il va être déplacé là-dedans. Il va être libéré et déplacé là-dedans. Donc vous n'allez pas complètement perdre cet espace-là. De manière transparente, les applications et le système vont s'en servir, et le système va du coup gérer de lui-même l'espace là-dedans. Donc il va être capable de nettoyer. Donc il va pouvoir se dire, je vide automatiquement le dossier temporaire. Ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à faire nous-mêmes le nettoyage de répertoire temporaire. Voilà. Par exemple, s'il y a des grosses mises à jour à faire, il sera capable d'aller buter tous les fichiers temporaires pour récupérer tous les packages de Windows Update et les installer comme il faut. Pour l'instant, dans les prochaines mises à jour, on parle d'une estimation à peu près de 7 Go d'espace réservé. Pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas non plus déconnant. Pas, non, sur un espace, même sur un SSD, c'est pas non plus ouf. Et c'est adaptable, c'est-à-dire qu'on a la main dessus, on peut régler par un curseur l'espace alloué. Voilà, donc on a l'interface là qu'on trouve dans les paramètres de l'OS. Vous voyez le reserve storage, donc là 7 Go, on peut le moduler. Hein, il y a une possibilité d'ajuster un petit peu l'espace qui est pris. De l'augmenter en fait. De l'augmenter ou de le diminuer, les deux, non. Okay. Voilà, donc les fichiers stream seront déplacés, et du coup on perd pas forcément de place. Alors ça rappelle un petit peu la partition temp de Linux, voilà, tiens, je l'ai vu passer, Cyberfun qui nous le dit. C'est le même principe à peu près, sauf que dans Linux on a des possibilités supplémentaires qui sont par exemple de limiter l'utilisation de cette partition. On peut par exemple dire que j'autorise pas exécuter des programmes qui sont dans cette partition. Ou j'autorise pas, je limite en fait les droits d'accès en termes de sécurité sur les fichiers qui sont là-dedans. Ça, c'est un truc qui est super intéressant dans Linux et qui serait intéressant que Windows mette en place derrière. Pour l'instant, pas mal. Pour l'instant, on n'a pas vu ça. Mais le problème, c'est qu'actuellement, dans les dossiers temporaires, tu as vraiment de tout et n'importe quoi, y compris des exécutables. Oui, donc là, pour le coup, si tu bloques l'exécution de programme qui serait là-dedans, tu vas potentiellement casser le système. Donc je pense que ça viendra peut-être dans un deuxième temps. Les points de restauration système, ils seront demande Spider, je crois pas. Non, c'est du temporaire, donc c'est vraiment du jetable. C'est vraiment du jetable. Il n'y aura pas les points de restauration système. Complètement pas. Voilà, donc à venir dans les prochaines versions. Moi, je pense que c'est quand même une bonne chose. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé par rapport à ça. Je pense sincèrement que c'est une bonne chose. Ouais, c'est râler pour rien. Non, mais ça fait peur parce qu'on râle toujours sur la grosseur de Windows. Déjà, quand j'achète un disque d'1 TB, il fait que 900 gigas. Voilà. Après formatage. Alors, si en plus on me prend 7 gigas, voilà. Bref. Tu le fais bien. Tu le fais très bien. Il y a eu beaucoup de titres racoleurs. Ça, on peut le faire à la journaliste français aussi. Voilà. Donc bon, je pense que c'est vraiment une bonne chose. On continue sur les news Windows, puisque Windows va maintenant se plier en deux. Cela permet de renforcer la sécurité et le rendre non exécutable. La news BFM TV. Notre reporter sur place. Alors, Windows se plie en deux. Oui. Alors, on en avait parlé la semaine dernière dans les... en fin d'année, dans le bits de conclusion et de projection sur 2019. Do you remember que 2019 allait être l'année du pliable. Et bien, ça n'a pas été long pour être confirmé, puisque Windows 10, Windows et Microsoft a annoncé travailler sur des fonctions dans Windows pour pouvoir l'adapter aux écrans pliables. Exactement. Alors, c'est plutôt une fuite par rapport au build Insider. On le voit, il y a une build qui est sortie, en fait, qui démontre qu'il y a une équipe, tu vois, regarde, RS Shell Device Foldable. Donc, c'est vraiment les devices pliables. Est-ce que c'est pliable ou est-ce que ça veut dire qu'on les range dans des dossiers? Qui con. Parce que c'est peut-être ça. Mais carrément, c'est ça. Ranger le truc dans le dossier. On s'en fout en fait. Bien, exactement. Non, mais ça fait. On recoupe ça avec d'autres rumeurs. Hein. Il y a clairement une équipe en fait dédiée chez Microsoft qui est en train de travailler à l'adaptation de Windows 10 actuellement à d'autres devices. Et ça recoupe d'autres infos. Vous savez, il y a dossiable, c'est ça. Dossiable, exactement. Dossiable. Il y a d'autres projets qui sont en cours chez Microsoft, notamment le fait de découper en fait l'OS pour le rendre plus petit, c'est-à-dire réduire le cœur nécessaire de Windows 10 et le rendre utilisable sur différentes plateformes en l'adaptant. On pense à Xbox notamment qui partage le cœur Windows 10, on pense à HoloLens, on pense à d'autres devices qui pourraient arriver. Station-service proche de chez vous, non pas encore. Voilà. Et donc ça rejoint ça, c'est-à-dire qu'on garderait un cœur de Windows 10 le plus petit possible et on brancherait dessus des adaptations pour rendre l'OS utilisable sur les différents devices. Et la partie device pliable, c'en est un cas d'usage. C'est ça. Voilà. Alors ça rejoint également des projections de devices que Microsoft pourrait être en train de créer, par exemple un Surface Phone de ce type-là. Le projet Andromeda. Le fameux projet Andromeda, exactement.
Voilà. Et en fait, ce qu'on se dit derrière, c'est que Microsoft mise, je pense, beaucoup sur le fait que l'évolution qui suit en fait les appareils deux en un, vous savez, les appareils qui sont à la fois tablettes, tactiles et PC, qui font les deux usages, c'est une vague qu'on a vu arriver avec Windows 8, qui s'est confirmée avec Windows 10. On arrive un petit peu à un palier maintenant, et je pense qu'ils misent sur la prochaine génération en disant la suite, ce sera les écrans pliables. Ouais. Et ça rejoint d'autres grandes entreprises Samsung, tout ça. qui s'y mettent aussi, dont Google. Ouais. Puisque Google a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient intégrer, un joli gif animé qui est magnifique, qu'ils allaient intégrer dans l'OS, dans Android directement, la capacité d'adapter l'ergonomie de l'écran en fonction des écrans pliables ou pas. Voilà. Donc deux grands constructeurs qui s'y mettent, deux grands constructeurs d'OS en fait, développeurs d'OS qui s'y mettent. Je pense qu'on a une bonne confirmation sur le fait. Ça ressemble beaucoup au truc que tu as montré ce matin, c'est vrai que oui, j'ai montré, tu sais, Courrier, le projet Courrier. Le projet Courrier. De 2009. Historique. Ça fait 10 ans. Ah mais c'est cyclique de toute façon. Ah, mais bien sûr. Rien. Non mais là je pense qu'on arrive à un palier technologique où on est capable de le faire. Vraiment. Non c'est faux Nico Popi, c'est déjà arrivé chez Apple. Avec l'iPhone 6 qui se pliait. Le bandgate. Et l'iPad maintenant. Pro maintenant se plie, donc t'inquiète. Parfait, exactement. C'est déjà arrivé, hein. Franchement c'est pas original. Très bien. On enchaîne, on va parler... nouvelle case dans le bingo, soyez attentifs, bougez pas. On va parler de SpaceX. Alors il y a plusieurs news SpaceX, je les ai regroupées là-dedans. Alors première news, si vous l'avez pas vu passer, vous n'êtes pas follower de Elon Musk sur Twitter, puisqu'il a révélé Ce suppositoire géant. Le suppositoire géant. Ou la fusée de Tintin, puisque c'est la même. C'est ça. C'est exactement ça. Sauf que elle a pas les couleurs Lustucru rouge. Et oui, c'est vrai. Parce que Lustucru c'est bleu, mais... Et les quadrillages en bas, la chemise de bûcheron. Donc c'est le Starship, donc c'est le lanceur qui était précédemment connu sous le nom de BFR, pour Big Fucking Rocket, voilà. C'est un monsieur qui est en bas, c'est ça? Oui, il y a un petit monsieur en bas à droite là que vous voyez. Ouais, c'est pas si gros que ça, hein. Sachant que le lanceur, celui-là, là, que vous voyez, c'est pas celui définitif, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore à l'échelle. Il est plus petit que ce qui sera à terme. Ouais. Donc il est constitué de 37 propulseurs 100% réutilisables, un truc de fou. Et il y a un premier vol qui sera prévu cette année, plutôt de première moitié de l'année. Et ça sera d'abord un vol suborbital, donc c'est pour ça qu'ils ont construit en fait un premier lanceur comme ça, plus petit, pour tester les vols suborbitaux, donc en dessous de l'orbite terrestre. Et puis plus tard, ils vont construire un autre proto, donc dans la même année également, plus grand du coup, et qui sera testé pour un vol orbital. Voilà, et c'est avec ça normalement qu'ils sont censés faire le tour de la Lune avec le milliardaire japonais et tout ça, quoi. Alors, à terme complet, ça sera l'objectif, c'est de s'en servir pour faire des missions cargo sur Mars. Et c'est relativement proche, c'est en 2022. Ouais. Donc, ça va aller vite. Ça sera pas en 2022. Non, c'est... je sais pas. La mission cargo, c'est juste y aller. Et poser un truc, poser une Tesla sur Mars. C'est bon, ils ont déjà lancé une Tesla, ils ont loupé Mars. Ah, ils vont la relancer. Mais là-dedans. Ouais, mais là, ils l'ont loupé. Elle va passer... Déjà, elle va repasser nous voir. Elle va... Et ça serait terrible d'avoir une Tesla en autopilote sur Mars, tu vois. Le nouveau principe d'un nouveau rover, ça serait une Tesla. Il faut installer un point de recharge. Tu sais, avec le serpent là, qu'ils avaient oui, carrément. Pour recharger tout seul. Enfin, bref. Très bien. Alors, en parallèle de ça, SpaceX, du coup, a annoncé un licenciement de 10% de ses effectifs, quand même. Bah oui. Donc, bah oui. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient trop nombreux. Bah parce qu'en fait, ils sont encore limite à l'équilibre. Ils sont actuellement 6000 personnes. C'est pas énorme. Non, mais ce qu'ils auraient dû faire, c'est les foutre dans la roquette et les envoyer. Ah, mais voilà. C'est réglé 10% de trucs. Ça fait le 600 cargo. personnes quand même. Ça fait rien, c'est du poids. Ah, t'as vu le bonhomme? T'en mets pas 600, hein. Réduit en poussière, oui. Tu les compactes bien? Si tu les compactes, ça passe. Hein. C'est vrai, ça se tente. Ça se tente. Alors pourquoi ils licencient quand même 10% alors qu'ils ont sorti une année qui est pas trop mal? Parce qu'ils ont une pression financière très forte. Hein. Ils attendent beaucoup au tournant, beaucoup d'investisseurs derrière, la bourse et tout ça qu'ils attendent. Même si SpaceX est encore une entreprise privée, donc ils sont pas soumis à la pression de la bourse, ils sont quand même attendus par beaucoup. Ils sont encore dépendants en fait du marché spatial actuel qui est majoritairement aux États-Unis, la NASA, encore une fois. Et ils essaient de s'ouvrir à d'autres marchés spatiaux. Il y a d'autres entreprises qui sont attendues aussi qui pourraient signer des contrats en fait pour envoyer des choses dans l'espace. Et surtout, ils ont effectué moins de lancements l'année dernière que prévu, et ça va continuer sur cette année-là. Donc ça se tasse un peu sur les lancements de satellites cette année-là, donc du coup, effectivement, moins de lancements, moins d'argent qui rentre. Et en parallèle de ça, ils sont attendus sur la diversification de leurs activités, qui sont notamment aller sur Mars, ça c'est le grand projet, donc beaucoup d'investisseurs attendent ça, et puis le tourisme spatial, ce que tu disais.
Le fameux milliardaire chinois qui veut aller faire le tour de la Lune. Japonais qui voulait faire le tour de la Lune, c'est vrai. Et designer, je sais pas quoi. Là. Exactement. Donc ça sera d'autres moyens de financer SpaceX pour que ça redevienne encore plus rentable et qu'ils puissent financer leur projet pour Mars. C'est ça. Voilà. Donc à suivre, tout va bien, vous inquiétez pas encore, hein, ils sont pas... Il faut qu'ils vendent des casques de trottinette SpaceX. Ah, il faut qu'ils continuent les produits dérivés, c'est clair, c'est clair. Et j'ai vu juste après que les effectifs, parmi les effectifs qui vont réduire, c'est principalement... Alors c'est vraiment des gens qui sont compétents dans la partie construction de roquettes. Ouais, c'est bon, elle est construite, cassez-vous maintenant. C'est un peu ça en fait, t'as l'impression. Merci. C'est les équipes un peu qui ont bossé sur les propulseurs et tout ça, donc c'est voilà. pas rien quand même. Hein. Voilà. C'est pas la partie administrative et tout ça qui dégage. Bon, ils vont aller chez Blue Origin. Ouais, ils sont un peu morts en ce moment, Blue Origin, là, on n'entend plus parler. Ouais, ils font du lancement, ils font du ravitaillement aussi de l'ISS. Ouais. Ils ont fait un test il y a pas longtemps, mais... Et là, c'est l'Inde qui a fait un test de propulseurs réutilisables. Oui. 2 étages réutilisables de la fusée au lieu d'un. C'est pas mal. Comme quoi, ça va devenir la nouvelle norme maintenant. Et la Chine qui a fait pousser... Ouais, mais qui est mort après. Hein. Oui, mais il a poussé un peu. Il a poussé un peu. Il a poussé un peu dans sa capsule. C'est ça. Ils ont eu des larves de mouches aussi. Je sais pas ce qu'ils espèrent obtenir avec. Putain, mais non, mettez pas, des mouches sur la Lune. Des mouches sur la Lune. Je pense qu'elles vont geler à la première nuit. C'est un peu ça. Moins 73 degrés. T'es bien. Alors. De SpaceX à Tesla, il n'y a qu'une seule news. Bon, il n'y a qu'un pas. Et on y va tel quel. D'ailleurs, il y a une édition spéciale d'un Roadster. Tesla. Non, alors, le Roadster, il utilise les propulseurs là. Oui, c'est complètement débile. Tu remplaces les sièges arrière du Roadster par les propulseurs, de la roquette. Non mais n'importe quoi. Tout va bien, ouais. Pour faire le 0 à 100, je sais plus combien de 2 secondes 4 ou enfin un truc. Mais après tu t'arrêtes plus. Débile. Oui, elle vole la voiture. faut bien viser Mars. Du coup, c'est une édition limitée SpaceX, mais il y avait aussi une Tesla Model S, je crois, édition SpaceX. Enfin, bon, bref. Ah ouais. Non, X, c'est un X. Si. Ça me dit quelque chose. Ou un Model X. Un Model X. Ouais, SpaceX, ouais. Voilà, je sais qu'ils ont fait une série, une version spécifique. Enfin, bref, la Tesla Model 3, tu la pirates et tu peux repartir avec. Voilà. Et oui. Alors, ça va se passer à un événement qui s'appelle le Pwn to Own, qui va se dérouler à Vancouver, donc au Canada, qui est un rassemblement de hackers, donc des white hats, donc des gens, des gentils hackers, qui vont venir faire des séances de hack et surtout de bug bounty, puisqu'ils vont chasseurs de primes aux bugs. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est la première fois que Tesla participe à un de ces événements-là, même si c'est pas la première fois qu'ils font des bug bounty, mais plutôt de leur côté. Et là, en fait, ils ont dit, on va amener du coup une Model 3, et on va offrir des récompenses pour ceux qui arrivent à la hacker. Et si le premier qui arrive en fait à trouver un accès route sur la machine, je crois, donc récupérer en fait un accès complet sur le système de la voiture, et bien il repartira avec la voiture. Et voilà. Voilà, sachant que quand même le reste des primes pour découverte de bugs n'est pas dégueulasse non plus. Hein. Non. Donc il y a 6 points d'attaque, je vous les ai notés là. Donc il y a modem ou tuner, donc imagine tu peux hacker la radio, c'est pas mal. Donc le système multimédia en fait de la bagnole. Tu peux hacker le Wi-Fi, le Bluetooth de la voiture, bon ça c'est plutôt classique, les connexions sans fil. L'infotainment, donc toute l'interface multimédia. Ah oui, donc l'autre modem et tuner c'est la partie sans fil radio. Infotainment, voilà, donc c'est 100 000 balles, c'est pas mal, 100 000 $, 100 000 $. Gateway autopilote, donc là, t'as vu l'autopilote, 250 000 $. Bah t'imagines, c'est hyper dangereux. Tu pilotes, tu hackes une bagnole, tu l'envoies dans le mur. Voilà, nickel. Faire un DDoS sur l'autopilote aussi. Voilà, un attaque de déni de service. C'est pas tout à fait pareil. Pas forcément distribué, mais un déni de service sur l'autopilote. Et puis le key fob, donc c'est le sans la vue. Mais ça se fait déjà. Qui permet de déverrouiller du coup les voitures à distance par relais, par tout ça, machin. Il y a Master of Point, tu gagnes des points. 25 points pour l'autopilote. Tu vois, la troisième colonne. Oui, alors ça c'est parce que en fait, donc ça c'est les prix que l'entreprise remet, et les Master of Pawn Points, c'est parce que tu peux cumuler des points à travers plusieurs bounties, plusieurs chasses de bugs à travers différentes sociétés qui seront présentes. Puisqu'il y a plein d'autres grandes boîtes qui sont présentes, Microsoft, Google, Oracle, tout ça. Voilà. Et il y a 2 bonus. Il y a la persistance, voilà. Donc je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est pour pouvoir maintenir le route même après reboot et tout ça machin de la voiture. Voilà, donc c'est le fameux comment c'était sur iPhone, le TC Ring, voilà le truc. Oui. Truc temporaire, le semi-route. Et le CAN bus, donc c'est l'accès au bus CAN, donc l'interface interne de la voiture qui relie tous les capteurs, l'informatique et le moteur. Pas mal. 100 000 $ aussi. Donc c'est pas rien quand même. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère en termes de. On va étaler ça de prime.
Ouais. Le sachiez-tu? Vas-y. Mais oui, si tu as suivi ce matin Morning Tech Review, tu le sachiez. L'origine de Pwn to Own. À l'origine, pourquoi ce concours a été lancé? Eh bien, je ne le sais pas, vas-y, dis-le moi. Eh bien, en fait, c'était pour démontrer à Apple que les Mac n'étaient pas aussi sécurisés qu'ils le pensaient, et du coup, la compétition se concentrait uniquement sur les Mac. Pas Et mal. au début, c'était ça. Après, il y a eu l'iPhone, et puis ensuite, les entreprises ont compris l'intérêt du bug bounty, et du coup, Tu m'étonnes. il y a eu de plus en plus de trucs autour de ça. Mais au départ, c'était une conférence sur le hack des Macintosh et des produits Apple. Et ouais, mon gars! Comme quoi, c'est devenu bien utile maintenant. C'est devenu bien utile. La culture a bien changé là-dessus. Mais oui. Bon, l'alias. L'alias, ce petit projet qui rend sourds vos assistants intelligents à la maison. C'est rigolo. C'est plutôt pas mal, dans une ambiance où on parle beaucoup de protection des données privées, d'écoute constante des appareils comme les Google Home ou les Bernadette, qu'on a sur la table. les Hein. Amazon Bernadette qui Qui sont nous là. écoute pas parce qu'elle est dans la boîte débranchée, Voilà. donc il n'y a pas de souci. Donc c'est un petit projet expérimental, open source par contre, qui a été développé par je sais plus qui, j'ai même pas noté, mais vous allez retrouver ça sur GitHub. C'est en gros un petit appareil. Attends, je vais prendre d'abord celle-là. Voilà, ça explique un petit peu comment ça marche. Voilà, donc c'est un petit appareil qui vient se greffer sur votre assistant intelligent. Voilà. Et qui va lui empêcher d'entendre vos commandes, sauf si vous activez un mot-clé particulier. Voilà, donc là, par exemple, tu vois, il dit alias, quelle heure est-il? Il dit il est 9h30, il dit OK Google, quelle heure est-il? Et ça lui répond pas. Et voilà. Alors comment ça marche ce système-là? Eh bien, vous allez prendre un petit Raspberry Pi, que vous voyez ici, vous installez la distribution qui vient avec, Raspbian officiel, vous y rajoutez un petit micro et un haut-parleur, et puis pour faire joli, une petite coque 3D imprimée jolie qui fait style petit champignon dégouliné qui a fondu dessus, voilà. Et ce principe-là, c'est que ça va diffuser du white noise, donc du bruit blanc, dans le micro de votre assistant. Les micros, dans les micros de votre assistant. Et du coup, eh ben, il va plus vous entendre. Et quand vous allez prononcer le mot-clé qui va déverrouiller du coup alias, il va arrêter de diffuser ce bruit, et du coup, ça va passer la commande à l'appareil qui est en dessous. Voilà. C'est plutôt malin, c'est à la fois... Ça, c'est ingénieux, je veux dire, c'est pas non plus extrêmement compliqué, ouais, mais fallait y penser. Oui, c'est expérimental, c'est une démonstration, une preuve de concept. C'est plus un proof of concept. Et c'est open source, donc vous pouvez l'installer dès à présent chez vous. Par contre, il faut quand même avoir les micros haut-parleurs, c'est le truc les moins fréquents, je pense, à trouver sur un Raspberry Pi. Et puis, pire que ça, les micros du Google Home ou du Alexa sont des micros arrêts, il y en a plusieurs en plus. Ouais. Et le truc, c'est que là, tu te retrouves avec un pauvre petit micro de Raspberry Pi qui est pas certain de comprendre les commandes comme le comprenait l'autre. Non, c'est juste pour le mot-clé. C'est juste pour déverrouiller le mot-clé. Mais bon, mais le mot-clé. T'en as moins besoin que pour le reste. Par contre, tu vas peut-être moins bien capter de loin, etc. Ouais, mais c'est juste pour le mot-clé. Oui, quand tu dis OK alias, lui va envoyer une commande OK Google, du coup. Quelle belle transition. Voilà. Oui, en fait, il déverrouille lui-même. Il chope juste le mot-clé et il passe le mot-clé attendu par l'assistant. Et après, c'est l'assistant qui t'écoute lui-même. Voilà. Donc exactement ça. Le mot-clé de alias c'est du coup paramétrable. Donc tu peux mettre ce que tu veux. Ça, c'est plutôt marrant. Tu peux l'appeler comme tu veux. Jarvis, bien, pas mal. Exactement. Et ça rejoint effectivement la mouvance actuelle où on a eu pas mal d'annonces ou en tout cas de news où des gens se sont plaints d'avoir eu des écoutes actives à leur insu de la part de ces assistants-là. Ça déclenchait ou qui écouteraient enregistrer des conversations, tu sais, qui avaient envoyé des conversations de la mauvaise personne par SMS avec une retranscription écrite, tout ça. Ben, ça évite un peu ça. Sachant que le principe, c'est que ça garde quand même la capacité à se déverrouiller. Salut, très bon. Mais en mode main libre, c'est-à-dire que tu n'as pas à intervenir dessus. Ouais. Sur Bernadette, là, sur Alexa, tu peux par exemple couper le usage du micro avec un bouton dessus. Mais il faut que tu ailles dessus et après il faut le réactiver également. Que là, ça fait le même principe, mais à distance avec une commande vocale. Je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. Bon, ça reste du projet expérimental. Bernadette, lol. Oui, Moriarty, on dit Bernadette au lieu de Alexa. Ça y est, ça c'est fait. Non, mais j'ai juste déclenché, j'ai rien dit derrière. Non, exactement. Allez, on enchaîne. T'as dit éteins les lumières, par exemple. Non, t'as pas dit ça. Une news Apple un peu pour toi. Ah ouais, souvenez-vous. La souvenance. La coque batterie. La mocheté. Pour les iPhone, c'était 6, je crois, à l'époque. Ouais, ça devait être 6, ils ont commencé au 6. Je sais plus. Bon, c'était moche. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont remis le couvert.
Voilà. Voici la coque version iPhone. C'est magnifique. Ouais. iPhone, donc 10S, 10S Max et 10R. Hein, je vous montre de dos, c'est encore plus beau. Il faut dire, le design était tellement... Alors, il faut savoir qu'il y a beau. Morphy, tu sais, qui est spécialiste coques, ouais. de coques avec batterie, qui en fait a annoncé la sienne au CES et a dit qu'elle serait disponible dans quelques mois. Et du coup, Apple a dit ok, niquez-vous, nous elle est dispo tout de suite. Et voilà le prix. Et sachant que Apple s'est placé 10 € de plus. Bah, c'est normal. Oui, mais c'est pas tant que ça en fait. La différence de prix fait que les gens vont pas attendre. Oui, je comprends. Dire, pour économiser 10 €, je vais attendre la Morphy. Voilà, c'est un iPhone Beluga. C'est un peu ça. Ah, mais exactement, c'est exactement ça. Je veux Alors, chercher pourquoi l'explication? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut garder la partie haute du téléphone souple pour pouvoir le sortir et le mettre dans la coque. L'autre nouveauté, c'est qu'en bas... Il n'y a pas les antennes aussi? Non. Non. L'autre nouveauté, c'est que déjà, elle est compatible chargeur sans fil, donc ça, c'est pas mal. Et ils ont déplacé le connecteur Lightning vers l'arrière, au niveau de la batterie, pour éviter une excroissance et une épaisseur, rajouter un menton à la coque. Parce qu'avant, il y en avait des mentons en plus à la coque. Tu sais, en bas, il y avait une petite épaisseur parce que tu branchais le connecteur Lightning à l'intérieur sur le téléphone, et tu avais un autre connecteur Lightning pour charger la coque. Mais voilà. donc là, ça veut dire que la coque, elle est quand même branchée dans le connecteur de l'iPhone. Ah oui. Donc, oui. D'ailleurs, tu vois en haut à droite, enfin, on voit pas trop nous d'ici, mais ça charge en fait. Le truc de charge est vert. Donc, oui, c'est obligé. C'est une connerie. Ah, oui. Donc voilà, c'est merveilleux. Ça permet de. En tout cas, de face, c'est pas déconnant. On dirait presque une housse normale, j'allais dire. Ouais, fallait bien. Même elle est large quand même. Hein. Ouais, pas beaucoup plus que les housses silicone et tout ça classiques. Bon, ça reste moche quand même. Ouais, mais alors, par contre, l'arrière, c'est totalement affreux. Bon, ça double l'autonomie du téléphone, hein. Ça c'est plutôt bien et plutôt classique, mais voilà. Elle existe évidemment en noir, hein. Voilà. Noir ah, c'est vachement mieux. C'est tout, que en noir ou blanc. Ou pas. Ouais. Trop belle, cette coque, dit Killer Volant. Ouf. Je sens l'ironie dans ta phrase. L'ancienne, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle était même encore plus moche, parce qu'ils avaient en plus réduit, enfin tu sais, t'avais la batterie qui était centrée au milieu. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, t'avais vraiment une bosse de batterie, mais de tous les côtés, quoi. Du coup, c'était pas terrible. Je trouve pas ça extrêmement dégueu, c'est pratique pour l'autonomie. Alors, l'Hydrix, elle est moins dégueu que l'ancienne, clairement. J'aurais dû prendre une photo d'ailleurs de l'ancienne. Elle est moins dégueu que l'ancienne, mais c'est pas non plus le produit le plus sexy de l'année. Après, si vous avez besoin d'une grosse autonomie sur votre téléphone, clairement, ça dépanne. Et là... de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent pour l'iPhone 10, 10S Max. Enfin, 10S Max, pardon. Celle-là ouais, c'est celle-là. Tu te rappelles comment elle était? Oh là 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 là. Elle est moche. Ouais, on va vous la mettre dans 2 secondes. Non, mais ceci est une révolution, MDR. L'incruste. Mais non, Nico. Parce qu'on ne pas faire un test de 2 cm d'épaisseur avec ça. Regardez-moi ça. Voilà, là, c'était encore plus moche, je trouve. Ah, j'aurais dû prendre la façade aussi, puisqu'effectivement, tu as une rallonge par le bas de... Ah, mais remets la façade. Voilà. Non, mais j'ai pas la face avant de ça. Bon. C'est vrai? J'ai pas encore le temps de la chercher. Oh. Voilà. Ah non, ça c'est encore plus moche, mais c'est un... Non, ça c'est autre chose. C'est genre les Morphy ou autre. Ouais, bref. Ah si, là. Voilà. Et c'était vraiment affreux. Incruste en live, c'est juste parfait. Ah, mais non, elle est tronquée l'image. Ah putain, bon, je pense que c'est fait exprès. C'est ça. Pour pas vous montrer comment c'est moche. Pour montrer comment c'est moche. Tu prends une batterie, oui, tu scotches au téléphone, oui, carrément, ouais. Si grosse autonomie en général, bagage et powerbank si besoin. Ouais, il y a plusieurs solutions. Bah, c'est mieux, oui, la batterie amovible, tu recharges quand t'en as besoin. Mais du coup, ton téléphone, il garde le design qui va bien. Externe. Ouais, mais après, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de se travailler avec une batterie externe. Bah, n'empêche que il faut avoir ce qu'il faut. Là, tu mets dedans, tu mets dans ta poche. Ah non, il rentre plus dans ta poche. Allez, c'est ça. Nous suivante. Et on va parler encore d'IA, mais d'Intel cette fois, avec la puce NNPI. Alors, c'est une puce qui a été développée par la société Nervana et qui a été rachetée par Intel. On avait déjà parlé un petit peu de Nervana, et c'était un moyen pour Intel de... 2 iPhones. Un moyen pour Intel de revenir dans la course à l'IA et aux puces dédiées à l'IA, surtout. Donc, qu'est-ce que fait cette société? En fait, ils sont spécialisés dans le développement de puces qui sont dédiées à l'apprentissage profond. Voilà. Donc, l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, le deep learning, monsieur. Donc, cette puce NNPI, c'est une puce qui est dédiée à l'inférence sur les réseaux neuronaux. Voilà. Donc, l'inférence, c'est quoi? C'est uniquement la partie exécution en fait d'un réseau neuronal qui a déjà été entraîné. Donc, ça veut dire que c'est un réseau déjà actif. Il y a un modèle intégré dedans, qui a été entraîné sur des gros serveurs et qui est exécuté juste sur cette puce-là. Voilà.
C'est pas une puce dédiée pour la partie mobilité, donc pas pour les smartphones, Non. pas pour les applications lourdes, pas pour les applications légères plutôt, mais carrément pour les applications lourdes. Donc c'est vraiment à destination plutôt de serveur ou de baie de machine dans le cloud ou comme ça. Vous voyez l'annonce de Intel dans l'incruste actuellement. D'ailleurs, en même temps, ils ont annoncé un Core i9 à 5 GHz. Ouais, ils ont annoncé pas mal de nouvelles puces intéressantes. La carte, elle prend cette forme-là. Ouais, donc une petite carte PCIe avec une grosse puce dessus. Et des interfaces, t'as vu, qui dépotent. Ouais, fibre. Exactement. Et donc le but de cette carte-là, c'est d'aller en concurrence directe avec les GPU. Puisque ils estiment qu'en fait, cette carte va permettre d'exécuter les réseaux neuronaux 5 fois plus rapidement que les GPU actuellement. Ouais. Sachant que les GPU, ça reste quand même, malgré tout, des processeurs qui sont multi-usages, qui sont plutôt généralistes. Donc on peut programmer et faire ce qu'on veut. Là, c'est une puce qui va être dédiée à l'exécution de réseaux neuronaux. Donc il y a vraiment des choses... Ah, je l'ai pas mise l'autre incruste, dommage. Où on voyait les différentes unités de processing en fait, de la puce, et c'est vraiment des trucs qui sont construits pour l'exécution de tenseurs, donc toute la partie exécution d'un réseau neuronal avec les matrices d'exécution, etc. Bref, c'est la partie qui s'appelle l'inférence. Et alors, évidemment, c'est qu'une seule partie du traitement, il n'y a pas toute la partie entraînement du réseau, qui reste un truc encore plus intéressant à faire, mais qui, elle, va être dédiée sur d'autres types de puces qui sont en cours de... Enfin, c'est une autre génération de puces qui était déjà en fait annoncée par la société. Mais là, pour l'instant, l'annonce se fait sur ça. Donc les gains de perf x5, je l'ai dit, et par contre, la consommation, c'est supérieur à 100 watts. Hein, donc voilà, c'est vraiment des puces dédiées pour des serveurs, mieux que leur clé USB d'IA. Alors, c'est sur la même génération. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient annoncé ça aussi. Mais oui, ça sera mieux que ça. Et ça devient très intéressant parce qu'on vient à créer du hardware dédié pour ça, donc on va commencer à avoir des exécutions qui vont être assez intéressantes. Ça rejoint la même mouvance qu'on a sur la partie mobilité avec l'intégration de NPU, donc les Neural Processor Unit. C'est la même chose, sauf que là, c'est pas du tout la même échelle. On a des cartes vraiment beaucoup plus conséquentes en termes d'exécution. Voilà. J'ai pas la valeur absolue de la performance, mais comparativement aux meilleurs GPU actuels pour exécuter un même type de réseau neuronal, ils font x5, et c'est pas dégueulasse quand même, je pense. Hein. Non, c'est pas mal. Ça va permettre d'aller chercher encore plus d'usage en termes de reconnaissance d'image, etc. Voilà. Affaire à suivre, mais un bon gros pas mis dans l'IA par Intel. Ouais, clairement. Ils sont en retard sur plein d'autres trucs, mais... Ouais, bon après, il faut qu'ils arrivent à prendre des parts de marché avec ces cartes-là. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé ça, ils ont l'hardware qui... C'est pas la première fois qu'ils lancent un hardware qui est intéressant sur le papier, mais derrière, il n'est pas du tout exploité et pas intégré chez les éditeurs de solutions d'IA, de cloud, etc. Bon. Ouais, du matos dédié à l'IA, mais c'est pas étonnant en même temps. C'est le sens de l'histoire. Allez, à partir des grosses cartes ultra puissantes qui consomment beaucoup, on va partir sur des tout petits trucs ultra légers qui consomment que dalle. Puisqu'on va parler de Internet des objets et qui brasse de l'air. Pourquoi ? Parce que c'est un chip Bluetooth qui fonctionne sans batterie, qui a été présenté par une société israélienne, une start-up israélienne qui s'appelle Wiliot, je sais pas. Ouais. C'est marqué dessus, vous voyez. C'est tout petit, hein. Donc là, vous voyez l'antenne et la puce. Induction, je sais pas quoi. IoT. Un petit peu. C'est pas mal. Ça ressemble à un ventilo, non, c'est la partie antenne. C'est une éolienne. En fait, ça tourne, c'est ça, avec le vent. Faut souffler dessus. Donc c'est aussi fin que du papier, puisque vous le voyez collé sur une petite carte. C'est grand, à peu près en largeur, vous voyez avec le tournevis. C'est à peu près grand comme un timbre-poste. Ça permet, donc c'est un capteur quand même qui permet de prendre des mesures de poids, donc si vous posez quelque chose dessus, ça va le mesurer, donc avec la pression, et la température. Et en même temps, ça propose de transmettre ces informations sans fil, via une interface Bluetooth. Incroyable. Mais comment c'est alimenté ? Et c'est alimenté, comment ? Par les signaux radio ambiants. Oh ! Excellent. Donc c'est alimenté par les réseaux Wi-Fi, Bluetooth ou cellulaires qui sont ambiants dans les différentes pièces, donc vous voyez votre réseau Wi-Fi chez moi. Je pense que je peux alimenter je peux recharger une Tesla. Exact. Toi, c'est exactement ça. Voilà. Toi, tu peux faire chauffer tes plaques à induction sans blague. C'est ça. À partir de ton routeur. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça démontre quand même qu'on a pas mal d'ondes ambiantes qui circulent. Ouais, qui circulent pas mal. Hein. Voilà. Donc ils captent ça et ils le transforment en énergie et ça suffit pour alimenter. Le problème, c'est qu'à la campagne, ça marche pas très bien. Pourquoi ? Bah, si t'es isolé au fin fond du... Bah ça dépend où tu le mets. Sans réseau Wi-Fi chez toi. Bah tu t'achètes un routeur comme le tien et c'est bon, c'est ça, ouais. T'as du Wi-Fi pour tes capteurs partout. C'est parfait. T'as pas de cellulaire, t'as rien, t'imagines, t'es au fin fond de la Creuse. Ah, exactement. Comment c'est alimenté ?
Je sais pas. Peut-être le signal radio. Moi, j'aime bien. Non, c'est cellulaire Wi-Fi. Ah, c'est ceux qui sont sur la bande de 4, enfin la bande. La micro-ondes plutôt. Oui. Dans les bandes cellulaires. Ah ouais, non, mais là, c'est de la micro-ondes. Ah, ben si c'est Wi-Fi Bluetooth, c'est effectivement dans les 2 gigas, etc. 2 gigas, etc. Ouais. Et parce que du coup, ouais, les ondes radio classiques de ta radio que tu captes chez toi suffirait pas à l'alimenter, tu vois. Non. Radio hertzienne classique, c'est ça que je veux dire. Non. Ah. Et voilà. C'est ben voilà, Nelliger, t'as ta réponse. Eh ben, t'as perdu. Fallait poser un brevet, t'aurais gagné gros. Et là, ils ont été les premiers à trouver ça. Moi, j'aime bien l'idée le principe d'énergie ambiante. Tu vois, que t'as pas à stocker, qui est transmise sans fil, mais sans être nocif, tu sais, avec on parle de recharge à induction sans fil, mais là, tu transmets des grosses charges d'énergie qui traversent un peu tout. Là, t'as juste des ondes pas trop, même si avec ton Wi-Fi, je pense que ça arrose pas mal. Mais là, avec des ondes pas trop puissantes, on arrive à alimenter des tout petits chips comme ça, et c'est plutôt pas mal, parce que du coup, pour cibler l'intérieur des objets, c'est le genre de capteur que tu vas pouvoir mettre un peu partout. Capteur de température dans chaque pièce, hop, c'est génial. Réglé. Et ce qu'ils disent également, c'est qu'on peut imaginer du coup un usage avec une durée de vie illimitée. C'est-à-dire que t'as pas de pile, pas de truc à recharger, donc tu le poses et c'est fini. Il n'y a pas de mécanique, il n'y a rien, donc le truc s'use pas. Donc, tu pourrais mettre ça dans les murs. Mais oui, en fait, tu pourrais l'intégrer partout. Et tu pourrais décliner en fait cet usage-là sur d'autres types de capteurs ou d'autres types de sources qui a besoin d'être alimentées. Voilà. Bon, par contre, j'ai pas le détail, ils n'ont pas annoncé le détail de quelle était la puissance qui était fournie en fait par ce principe-là, mais je pense que c'est vraiment tout petit. 2,21 giga. Exactement. Tu dois pas aller très loin quand même avec ça. Ah ben non, je pense que même tu démarres pas. Non, tu démarres pas. T'alimentes même pas une ampoule. Ok, bon, pas mal l'idée. Franchement, non, mais là, l'intérêt, c'est que tu peux clairement foutre ces capteurs-là dans les murs, partout. Enfin, ça dépend du mur, en fait. Il y a des murs auxquels ça traverse pas, les ondes. Donc, ouais, alors, comme le protocole LoRa, mais sans pile. Pour la transmission à faible puissance. Ah, ouais. oui. Mais non, franchement, c'est pas mal. Parce que là, on a capteur de température, capteur de pression. Ouais. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu pourrais... je sais pas, moi... T'es dans ton allée chez toi, tu pourrais savoir si ta voiture est présente, garée chez toi, si tu le fous ça dans la dalle. Quelqu'un est sur le paillasson en train de marcher. Quelqu'un est sur le paillasson en train de marcher, voilà, exactement. C'est pas mal. Il y a plein d'usages, là. Soit un capteur de poids ou un capteur après de température, évidemment. Ouais. Mais c'est plutôt cool. Ouais, alors vous êtes plusieurs à nous dire qu'effectivement, c'est pas nouveau, ce principe-là. Nikola Tesla l'avait déjà évoqué. Mais oui, la transmission d'énergie électrique sans fil. Alors là, c'est pas vraiment électrique, hein. Mais la transmission d'énergie sans fil, c'est un vaste sujet depuis très très longtemps et beaucoup. On aimerait bien pouvoir se passer de tous les fils qu'on a. Ouais, c'est pas Tesla qui l'a inventé, c'est Apple grâce à la recharge sans fil. N'importe quoi. Grâce au Air Power, voyons voir. Très bien, le Air Power, ouais, très bien. Dites pas n'importe quoi, les gens. Non, mais bref, en tout cas, l'idée est bonne. Mais il y avait cette startup qui avait fait, tu sais, un système de recharge de smartphone sans fil. À 1 mètre autour des bornes que tu poses chez toi. Ou avec des lampes, en fait, c'est l'éclairage qui est transmetté, mais de manière ciblée. Mais là, ça envoyait du lourd. Hein. C'était l'induction, donc ça envoyait vraiment une charge d'énergie conséquente pour alimenter. On a vu des télévisions alimentées, par exemple, sans fil. Je sais pas si tu avais vu ça. Oui. Ouais. Avec une base qui était genre à 10 cm. C'est ça. Et à mon avis, il fallait pas mettre la main au milieu. C'est ça. Et la startup qui avait fait la démo sur scène, c'était au TechCrunch Disrupt, je crois. Le mec avec son smartphone le pose sur une table et le truc charge. Mais en fait, c'est... Alors, ils avaient masqué le truc, mais c'était un espèce de grand cube sous un morceau de tissu, donc ils montraient pas trop ce qu'il y avait dedans. Et ça chargeait le truc. T'avais le morue d'électricité, t'as l'air pire. Je pense qu'en fait, il y avait un mec. Les cheveux, je pense qu'il y avait un mec caché sous le truc et qui visait le smartphone avec un espèce de gros canon. Ah, c'était WeCharge, les lampes qui rechargent. Merci, Nico Poppy, pour la précision. Bon, enfin, bref. Pas mal l'idée. Tiens, on va parler d'un autre truc. Hop, parler de pompe. Ouais, Nike Adapt BB. BB8 BB, ouais. Je sais pas si c'est BB8 ou pas, non, ça n'a rien à voir, je pense. Et bien voilà, sortie d'ailleurs, livraison le 16 février, aux États-Unis en tout cas. Ah, dans un mois tout pile. Ouais, dans un mois tout pile. Donc qu'est-ce que c'est ? Bien, vous connaissiez les Nike Air Mag de Marty McFly, tout ça, machin. Ouais. Eh bien, c'est la version industrielle et produite en masse de ces chaussures. En gros, c'est la version 2 des Hyper Adapt, là, qu'ils avaient lancé. Alors là, pour le moment, ils ont fait la démo avec des basketteurs et des chaussures dédiées au sport et au basket, sport en salle plutôt, même si vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours. Hein. Et donc, les voilà de retour sous une nouvelle forme, et pas pour vous jouer un mauvais tour.
Elle se recharge sans fil grâce à ce petit plateau et la technologie de recharge sans fil Qi. Voilà, donc on voit il y a 2 voyants sur le côté pour montrer que c'est en train de charger. Entre 20 et 40 jours d'autonomie, à peu près. Une batterie de 303 mAh, donc c'est pas grand chose, mais n'empêche que c'est suffisant. L'intérêt, c'est quoi? Eh bien, en fait, elles sont pilotables aussi via son smartphone. Vous pouvez créer des pré-réglages. Par exemple, tu peux dire marche avant, marche arrière, marche. Alors justement, cours, allez, vas-y. Je crois que les réglages, c'est genre street, game et je sais plus ce que c'est l'autre. Il y a 3 réglages, enfin ils ont montré le truc. Et l'idée globale, c'est que quand tu mets tes chaussures, par défaut, il se met genre sur street, tu vois. Et en appuyant sur un bouton, tu peux soit resserrer, ajuster ton truc, sauvegarder ton profil. Tu peux passer d'un mode à l'autre, mode game, mode machin et tout ça. Et l'idée globale, c'est qu'ils disent, voilà, on serre nos chaussures d'une certaine façon quand on va faire du sport, mais au bout d'une demi-heure, par exemple, à courir, eh bien, on a le pied qui a tendance à changer de taille. Et ils disent qu'on peut gagner jusqu'à une demi-pointure, ce qui est pas rien. Non, c'est vrai. Et du coup, les lacets se retrouvent trop serrés, pour la circulation, c'est pas bien, le confort global, c'est pas bien. Et donc, du coup, à la volée, parce que jusqu'à présent, si vous vouliez relasser vos chaussures, il fallait tout défaire, puis relasser vos chaussures, sachant que là, en plus, le système de lacet est pas mal fait, c'est-à-dire que il sert la globalité du pied, et pas uniquement le haut quand tu refais tes lacets. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et le confort, c'est pas du tout le même. Tu m'étonnes. Et si pendant un match, tu devais délasser toute ta chaussure pour refaire le lassage comme il faut, laisse tomber. Donc ce qu'ils expliquent, c'est qu'en gros, ça règle ce souci-là. C'est que ça permet d'avoir des baskets qui sont toujours bien serrées à la bonne pression de recul. Il y a des clignotants sur les pieds, il y a des feux de recul, tout ça, c'est très bien, exactement. Et du coup, ça règle. Appel de phare et tout. Ça règle ce problème-là. Et c'est assez. Bon, en tout cas, la techno est assez impressionnante. Donc tout fonctionne. Alors, ils expliquent le process d'industrialisation. Il y a une vidéo de The Verge qui est assez bien faite sur ça, où ils te montrent qu'en fait, tout est dans le moteur. C'est un tout petit module qui contient le moteur, la batterie, les capteurs. Il y a des capteurs, des accéléromètres, des machins. Il y a tout un tas de trucs dedans. Parce qu'on imagine bien qu'après, on va s'en servir pour traquer son activité, ce genre de choses et tout ça. Donc, il y a tout un tas de capteurs comme ça, la puce Bluetooth et tout. Mais c'est vraiment... C'est tout petit, hein. Je sais pas si vous voyez. En gros, la puce, elle est située... Hop, il veut pas l'afficher, oui. Elle est située au niveau des 2 LED bleus. C'est un truc qui est en fait est au niveau du creux de votre pied. Et c'est pas énorme, quoi. Merci, c'est moi Draker6 pour le follow. Donc, c'est assez petit et ça comprend tout. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est qu'on peut changer le module aisément. Ouais. Parce qu'il y avait, il y a l'histoire de la durée de vie. Donc, ils expliquent que la batterie, de toute façon, elle durera longtemps parce que on fait très peu de cycles de charge, tous les 20 ou 40 jours, ce qui est très peu par rapport à un smartphone. Donc, on en a pour 5-6 ans et que la chaussure sera morte avant la batterie. Ça, il y a de fortes chances. Après, en sport d'intérieur, c'est plus rare, tu vois, parce que c'est des chaussures de basket, pour le coup. Mais tu vas jeter du coup tout ça quand ta pompe sera usée. En fait, tu peux l'enlever. Ah. C'est ça l'intérêt, ce qu'ils expliquent, c'est que ce module, en fait, tu l'enlèves. Alors certes, tu vas devoir enlever le fil de... Tu as une espèce de fil de nylon, tu sais, qui passe à l'intérieur. Le lassage. Ouais, tu vois, le mécanisme est assez ouf, hein. C'est pas mal fait, derrière, il te montre le... C'est démontable et récupérable. Ça, c'est bien vu. Et du coup, tu peux enlever le moteur et le mettre dans une autre paire de chaussures. Que tu peux acheter, du coup, sans le système. Pour le moment, on n'en est pas encore là. C'est leur première version, mais je pense que c'est le coup d'après. Faut qu'ils le fassent, sinon... bien sûr, mais c'est le coup d'après. Voir qu'ils déclinent en plusieurs versions de chaussures différentes. En tout cas, ça se change, parce qu'imagine que le truc soit défectueux, tu peux le changer. Donc du coup, il n'y a pas de raison que quand ils lancent une nouvelle version de chaussure, tu puisses l'acheter sans le moteur, puisque tu l'as déjà. Et du coup, tu la payes moins cher. Voilà l'astuce. Ok. Donc là, ils te montrent un peu quelques chiffres. Une belle infographie. Voilà, 2900 cycles de lassage continu... qu'on s'appelle de serrage et desserrage. De serrage et desserrage, voilà, bon, bref, le nombre d'eau utilisé en 3 minutes, je comprends pas le truc, mais bon, bref. C'est pour la transpi, je pense. Oui, je pense que c'est pour la transpi. 300 miles de course. Voilà. C'est tellement inutile que ça va se vendre, mais clairement... 40 000 pressions de boutons sur les côtés, parce que c'est ces 2 boutons, pour serrer plus ou serrer moins, les deux trucs brillants aussi. Le nombre d'impacts, machin et tout ça, enfin bon, bref, c'est tous les tests en fait qu'ils ont pratiqués sur la chaussure et il n'y a pas de souci, quoi. Je fais pas de sport, mais j'aime bien leur gueule. Moi, c'est vrai que après je les trouve pas vilaines.
Elles vont sortir dans plusieurs coloris. Elles sont pas moches, mais on voit que c'est des godasses de basket. Tu vois l'arrière, le talon, tout ça. Enfin, c'est vraiment fait pour ça. Oui, il y a un bon amorti. C'est vraiment fait pour ça. Que pour le sport en salle et tout. Elle ressemble un peu à mes chaussures de hand. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils incluent également dedans la partie capteur d'activité pour. Je pense que c'est next step, et tout ça. Je pense que c'est next step. C'est dans un mois, on verra. Quitte à mettre de l'intelligence et du électronique dans ton pied. Ouais, il n'y a pas eu trop de détails sur l'app et tout ça pour le moment, mais voilà. Il la montre d'ailleurs à chaque fois qu'avec un iPhone, mais je pense qu'elle sera compatible avec autre chose que uniquement les iPhones. Ça serait pas mal. Même si historiquement Apple et Nike ont eu des partenariats forts. C'est clair. Nike Plus était clairement dispo que sur. Les montres Nike encore, les Apple Watch. C'est vrai. Allez, on va conclure avec une grosse news plutôt juridique, justice, puisqu'on va parler de Qualcomm versus Apple encore une fois, le feuilleton de l'été. Non, c'est pas de l'été, ça dure depuis beaucoup plus longtemps. C'est une bataille juridique qui a commencé début 2017. Souvenez-vous. Sur fond de bataille de brevets, de monopole, situation de monopole et de pratiques commerciales douteuses, tout va bien, quoi, les trucs classiques dans le milieu. Alors pour rappel, ça a commencé par Qualcomm qui a accusé Apple d'avoir volé une partie de ses brevets, ou en tout cas de son code source, et de ses secrets commerciaux, et de les avoir divulgués à Intel, dans le but d'améliorer ses modems 4G. Vous savez, les puces de connexion aux antennes 4G dans les mobiles. Voilà, puisque Intel était assez en retard sur Qualcomm, d'ailleurs, il est encore aujourd'hui. Donc ça concernerait 6 brevets. Voilà, et c'est comme ça que Qualcomm, notamment, a demandé le ban de la vente d'iPhone dans différents pays et a réussi à l'obtenir en Chine, pour les iPhone 6S jusqu'au 10, pardon, et ils sont en train de faire la demande pour les 10S et les 10R. Donc ils ont réussi quand même à obtenir le bannissement de cela. Très bien. Oui, $350 le prix. Oui, tu n'avais pas dit, ouais, $350. Il y a Blasphème qui apparemment te connaît. J'ai tout appris sur quoi qui dit. Oh, Blasphème! Reste là, faut qu'on parle après. Ouais, et vu que tu es Amazon Prime, n'hésite pas à sub à la chaîne. Oui, c'est vrai, c'est gratuit, c'est pas cher. Voilà. Et on fait gagner un Amazon Echo vendredi soir pour les subs et les tipeurs. N'hésite pas. Très bien. Je sais plus ce que je disais. Oui, en retour du coup, Apple accusé derrière Qualcomm de refuser de lui vendre des modems. Mais oui. Très bien. Pas mal. Pourquoi? Parce que refuse de nous les vendre. Malgré la bataille juridique, ils continuaient en fait leur démarche commerciale parce que malgré tout, Apple continue à produire des téléphones et a besoin de modems pour se connecter en 4G à différentes antennes, voilà, dans différents pays. Et ce qui se passe, c'est que derrière tout ça, Apple s'est tourné vers la FTC, donc la Federal Trade Commission, donc la répression des fraudes, si vous voulez, aux États-Unis, qui accuse en fait Qualcomm de situation de monopole, puisque Qualcomm oblige en fait les constructeurs qui intègrent ces puces à ne se fournir que chez Qualcomm. Donc ça veut dire que si tu veux intégrer des puces Qualcomm, des modems Qualcomm, tu ne peux pas intégrer dans d'autres téléphones de ta gamme des puces d'un autre constructeur. Ouais. On parle un petit peu de monopole là quand même. C'est un peu douteux. Et en plus de ça, Apple accuse Qualcomm d'avoir des frais de licence qui sont tout bonnement excessifs. Bien sûr. Voilà, et on a par exemple un prix de $7,5, ça viendra à $7,5 la puce 4G de Qualcomm par iPhone. Quand tu vois le prix de l'iPhone, $7. Non, mais en prix d'achat, c'est quand même, assez fou, juste pour la puce, juste pour le modem. Hein. Donc là, on parle d'un truc qui est, c'est un tout petit composant parmi tout le truc qu'on a dans l'iPhone. Hein, c'est pas rien. C'est pas l'écran, par exemple. L'écran, c'est la partie qui coûte assez cher. Alors, faut savoir que Apple produit ses puces pour le cœur, le CPU principal, en fait, le SoC principal. Par contre, les modems, ils les achètent chez des tiers encore, voilà. Et jusqu'à présent, en fait, Apple avait fait le choix de distribuer en fait l'achat de ces puces entre Qualcomm et Intel. Ouais. Parce que, comme tout bon entreprise qui se respecte, ils mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, donc ils préfèrent distribuer sur les deux, pour deux raisons déjà, pour faire jouer la concurrence, et puis parce que les puces sont pas ciblées pareil sur les pays. Vous savez, il y a des bandes de fréquences différentes sur les pays, et puis du coup, ils peuvent s'approvisionner comme il faut en fonction des arrivages de chacun de ces constructeurs-là. Voilà. Du coup, sur les derniers iPhones... C'est à cause de ça qu'on a des iPhones à 1200 €. C'est ça, Valgoire. C'est un peu ça. Compris. Du coup, Apple, sur ces derniers iPhones, ils intègrent plus que du Intel. Voilà. Mais ils ont constaté un petit problème, c'est que les modems Intel sont un poil moins performants que les Qualcomm. Oui. Du coup, ils ont été obligés, dans la même gamme, de réduire la vitesse des modems Qualcomm pour que les acheteurs n'aient pas l'impression d'avoir une différence au niveau de performance. Donc c'est quand même ouf qu'une boîte qui arrive à faire des trucs aussi bien fasse des pratiques commerciales aussi pourries. Voilà, donc la bataille juridique, ils en sont là. Et c'est pas fini parce que là on parle que des modems 4G, mais il faut savoir que la prochaine génération, 2019, sera aussi le début de la commercialisation de la 5G. Et là, pour le moment, en 5G, il n'y a que Qualcomm qui est prêt à sortir des puces et des modems là-dessus.
Donc, si ça, c'est pas résolu, ça va quand même faire un peu mal à Apple pour être capable de sortir des iPhone 5G. Donc, ils vont devoir soit attendre. Attendre quoi? Attendre que la situation se décante, ou qu'ils trouvent une entente avec Qualcomm, ou attendre que Intel sorte lui-même ses puces 5G, mais elles sont pas attendues avant 2020. Donc il se grillerait sur l'année 2019. Mais ça serait pas étonnant. Après, Apple, c'est plutôt attentiste sur ce genre de truc. La 4G est arrivée pas tout de suite. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, mais bon, s'ils voulaient être présents et marquer le coup, bah là, ils sont contraints d'attendre ça, voilà. Clairement, c'est raté. Donc c'est un peu la loose derrière tout ça, et bien sûr, qui c'est qui traîne derrière? C'est encore le consommateur. Voilà. Donc Apple pourra pas, ça risque de plomber peut-être l'année sur Apple. Voilà. Le temps que les antennes soient déployées, de toute façon, dit Valguard. Ouais, en France. Parce qu'après, il y a d'autres pays dans lesquels le déploiement de la 5G en est à un autre niveau que chez nous. Donc bref, enfin, ils sont surtout un peu plus en avance. Ils ont passé les expérimentations, quoi. Ouais, c'est loin d'être fini, hein, tout ce truc-là, c'est loin d'être fini. Je crois qu'il y a un nouveau procès qui s'est ouvert en Californie, dans l'autre sens. En fait, ils s'attaquent mutuellement. Et dans différents pays. Et puis un jour, ils vont trouver un accord et ce sera fini. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un bras de fer, en fait, qui est en train de se faire. Et derrière, c'est pour entamer une négociation commerciale. Parce que, évidemment, la vente d'iPhone, c'est quand même une manne. Bah oui. C'est une sacrée manne. Et en même temps, Qualcomm tire un peu trop sur la situation de monopole, donc il y aura sûrement une entente, comme souvent dans ce milieu-là. Voilà. Clairement. Affaire à suivre. Allez, fin de l'émission. Fin de l'émission, dernière news, c'était la dernière. On revient du coup. Ouais. Hop. Pour nous retrouver, yep, c'est marqué en bas et dans le bon ordre. C'est sur Twitter. Chris Kamikaze, c'est moi. Et Cédric Bonnet, c'est moi. C'est toi, parfait. Si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur tipeee.com/stdrenegade, voilà, ou Twitch Prime, pour ceux qui sont dans la chatroom Twitch et abonnés Amazon Prime. Yep. Vous avez un abonnement gratuit. Allez-y, ça fait toujours plaisir. Et si vous faites d'ici vendredi, enfin si vous nous suivez en replay, c'est niqué, mais sinon pour ceux qui nous suivent en live, donc d'ici vendredi, il y a un Amazon Echo à faire gagner dans Geeking, qui lui aura lieu vendredi. Pour ceux qui nous soutiennent, voilà, sur Tipeee ou sur Twitch, vous avez la possibilité de gagner un Amazon Echo Dot 3 d'ici vendredi 18. Pour les replays, ça se passe sur youtube.com/beatstech. Vous allez retrouver cette vidéo, pour ceux qui sont en live là ce soir, vous allez retrouver cette vidéo en replay en VOD sur YouTube. Et sur iTunes, tout ça, sur iTunes, Apple Podcast, etc., Flux RSS, Youpi, tralala. Et puis pour retrouver toutes les autres émissions qu'on produit ici, ça se passe sur Twitter, @stdrenegade, ou sur le site internet studiorenegade.fr. Vous avez l'agenda avec toutes les émissions à venir. Et la prochaine, elle commence dans maintenant. Maintenant, avec moi-même. Voilà, je vais juste changer de place et moi je vais vous parler d'Internet des objets dans Things. Donc restez là pour la... 30 minutes le Things de ce soir. C'est à peu près le format que j'aimerais avoir. Parfait. Enfin, on va déborder un peu, mais... bon, voilà, c'est parfait, vous n'allez pas être couché trop tard, c'est nickel. C'est parfait. Allez, sur ce, merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao!